Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, entre manifestes érudits et guides pratiques contre l'effondrement, gros succès chez nos voisins allemands, la fin de la méga machine, un livre traduit simultanément cette année en anglais et en français dans la collection Anthropocène du Seuil. Son auteur, l'allemand Fabian Scheidler, est l'homme qui a discuté avec Noam Chomsky, le linguiste anti-impérialisme américain. Noam Chomsky ayant salué dans ce livre une contribution de grande valeur qui vient à point nommé. Et pour cause, puisque dans ce livre, il nous invite à changer de cap pour abandonner une voie manifestement suicidaire. Pour ce faire, le dramaturge philosophe allemand retrace une histoire de l'humanité pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, reprenant comme une métaphore de notre monde le concept de méga-machine théorisé par Lewis Mumford pour désigner notre organisation sociale. Quelles sont les forces destructrices à l'œuvre et pour quels résultats? 5 siècles de violence, il n'y aurait pas d'alternative? No alternative? Sûrement pas, nous dit-il. Bonjour Fabian Scheidler. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. On vient de l'apprendre et on en parlait dans le journal de Thomas Cluzel. 150 millions de personnes vont basculer dans l'extrême pauvreté. C'est le cri d'alerte de la Banque mondiale. En cause, l'épidémie de coronavirus. Est-ce que vous diriez pas seulement ce qui se passe actuellement et notamment cette immense pauvreté, c'est aussi la faute à la méga-machine? Bien sûr, la méga-machine a été basée dès son début, il y a 500 ans, sur la séparation du monde dont les pauvres et les riches. 42 personnes possèdent aujourd'hui autant que la moitié pauvre de la population mondiale. On a une inégalité inouïe, comme avant la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Alors c'est un constant du système parce que le système repose sur le fait qu'on a besoin de ressources bon marché et de main-d'œuvre bon marché du Sud global, bien sûr, pour la machinerie de production et de consommation. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà, et cette méga-machine, à vos yeux, elle tourne à plein depuis des siècles. Depuis des siècles, les hommes se font la guerre. Les catastrophes naturelles se multiplient, les pandémies aussi. Mais dans quel monde vit-on ? Voici en toute première mondiale le bruit de l'explosion de la première bombe atomique française. Français et Français, faisons la guerre parce qu'on doit imposer. Ici, Radio Saigon. Le silence de la nuit déchiré par un énorme bombissement. Le premier AWACS américain vient de décoller de la base aérienne militaire de Riyad. Il est 22h50, heure française. L'opération Tempête du désert débute. La guerre contre l'Irak est déclenchée. Ils tirent partout ici. Toute la ville est sous le feu. J'ai perdu mon fils, il avait 7 ans. Les femmes et les enfants se sont presque tous noyés. Moi, je suis resté dans l'eau pendant 7 heures. La Méditerranée est toujours aussi meurtrière pour les migrants. Bien sûr que j'ai peur. Tout être humain a peur. Les 26 et 27 décembre 1999, 2 tempêtes d'une violence inouïe frappaient coup sur coup la France. Mais lorsque l'on atteint un tel niveau de violence, on dépasse les possibilités de prévision. C'était l'apocalypse, c'était. Alors si malgré les prières, il ne pleut pas, monsieur le curé, quelle conclusion vous donnez? Ah ben non, on laisse Dieu juge. Saint-Siméon, obtenez-nous la pluie nécessaire à nos âmes. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau. On est en train de perdre la bataille. Polluer le sol, détruire les plantes et la vie animale. La fin du monde. Nos enfants nous jugeront comme des criminels. La fin du monde. How dare you? Pourquoi tant de violence, Fabian Scheidler ? Alors, l'émergence de ce que j'appelle la méga-machine, le système capitaliste, il y a 500 ans, a été basé dès le début sur la coopération des institutions de l'accumulation du capital sans fin et de l'État militarisé. Hein. Et pour ça,
une violence génocidaire dès le début. C'était le colonialisme après Colombe, bien sûr. Et on doit se rendre compte que les colonisateurs étaient endettés auprès des marchands et des banquiers à Venise, à Gênes, etc. Et les États ont été endettés auprès des banquiers aussi pour faire la guerre. Alors le modèle d'entreprise au début des temps modernes, c'était on prête de l'argent aux souverains, ils font la guerre et du pillage, du butin, du pillage, on donne le retour sur investissement aux banquiers et aux marchands. Et depuis là, on a créé une machinerie, disons, de croissance, de la guerre et du capital en même temps. Et cette méga-machine, elle l'a engendré, elle aurait généré 4 tyrannies. Quelles sont ces 4 tyrannies que vous décrivez longuement dans votre ouvrage, Fabian Scheider ? C'est d'abord le pouvoir physique, le pouvoir militaire dans la main de l'État. Puis c'est la violence structurelle, par exemple dans les rapports de propriété. Alors si 42 personnes possèdent autant que la moitié de la population, c'est une relation de violence et c'est légitimé, et cela est le troisième pilier, par une idéologie missionnaire qui dit que nous avons créé la civilisation supérieure à tous les égards, à l'Ouest, à l'Occident, par rapport à la technologie. On a inventé la démocratie et voilà la légitimation pour l'expansion très violente de ce système pendant 5 siècles. Et puis il y a encore une 4e tyrannie que j'appelle la tyrannie de la pensée linéaire. C'est l'idée qu'on puisse contrôler, maîtriser la nature et la nature humaine aussi d'une façon linéaire. Par exemple, dans la géo-ingénierie, on a l'idée qu'on puisse maîtriser le système climatique de la Terre d'une façon linéaire. Et c'est une idée erronée et très dangereuse parce que les systèmes vivants ne fonctionnent pas de cette façon. Ils ne sont pas linéaires. Chaque effet a des causes multiples. Et pour ça, on a toujours, quand on essaie de contrôler la nature, des effets imprévus, comme les pandémies d'ailleurs. Les pandémies ont les racines dans l'expansion de ce système, de la destruction des habitats des animaux sauvages. Et comme ça, ce qu'on fait à la nature retourne à nous d'une façon imprévisible. C'est-à-dire que la domination, elle n'est pas naturelle, elle n'est jamais naturelle pour vous. Oui, Homo sapiens a existé pour 200 000 ans sur Terre et seulement on a une histoire de 5 000 ans de domination. Normalement, on appelle cela l'histoire. Mais notre histoire est beaucoup plus longue et beaucoup plus riche. Bien sûr, on n'a pas de source écrite avant, mais la domination était, pour ainsi dire, un accident de l'histoire. Et peut-être on va commencer à trouver de nouvelles formes de coopération dans l'avenir. Et c'est essentiel pour survivre comme espèce. Est-ce que vous refaites l'histoire de l'humanité et vous dites ce qu'on a toujours entendu, c'est qu'avant c'était en gros l'âge de pierre puis l'âge de bronze, c'était la violence à tous les étages jusqu'à l'arrivée de la modernité à la fin du Moyen-Âge et de la civilisation qui aurait pacifié les rapports. Pour vous, c'est faux. C'est au contraire à partir de ce moment-là que la machine a commencé à engendrer des monstres et à dérailler finalement. Absolument. Il fait partie du mythe de la modernité qu'on dessine le Moyen-Âge comme une époque sombre. Mais le fait historique, c'est que la torture, l'Inquisition, la chasse aux sorcières et tout ce qu'on associe avec le Moyen-Âge a atteint son paroxysme dans les temps modernes lors de l'émergence du système capitalisme. Il y avait même une épidémie de peur du diable, etc., au début des temps modernes. Et c'était aussi l'essor de la machinerie de guerre. Au Moyen-Âge, on avait 10 000 soldats dans les armées les plus puissantes. Et au temps moderne, on avait 100 000 soldats, 100 000 mercenaires. Et c'est vraiment ce que j'appelle les monstres
de la modernité. Vous voulez aussi raconter une histoire des vaincus. Vous voulez, Fabian Scheidler, démystifier l'histoire du progrès. Et pourtant, si je prends un exemple assez simple, celui des pandémies, des épidémies, c'est bien le progrès qui va peut-être nous permettre, et notamment les progrès en matière thérapeutique, les progrès de la médecine qui vont peut-être nous permettre demain de venir à bout de cette épidémie avec un vaccin, avec des traitements. Il y a quand même, le progrès a quand même aussi du bon. Oui, mon récit ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de progrès du tout au niveau des sciences et au niveau du social aussi. Depuis la Révolution française, il y avait des efforts et des progrès énormes au niveau du social. Mais ce n'était pas le système qui a donné ces progrès automatiquement. Ce n'est pas le marché qui nous a donné cela, mais c'était les luttes sociales pendant des siècles qui nous ont donné la droit de vote pour les femmes, par exemple, en France, après la Seconde Guerre mondiale. Ça a duré 150 ans. Alors, il y a des progrès. Mais il faut dire aussi qu'il y aura probablement d'autres pandémies, d'autres épidémies qui peuvent être beaucoup plus graves. Et le changement climatique, le dérèglement climatique est un problème beaucoup, beaucoup plus grave que les pandémies. Et notre civilisation est la première qui a inventé plusieurs méthodes d'anéantissement de la vie sur Terre. Aucune autre civilisation a pu faire ça. La guerre nucléaire, le dérèglement climatique extrême. Et mon livre se demande pourquoi précisément notre civilisation qui est mise en scène, que la porteuse des Lumières a pu créer ces moyens de destruction. Il y a un autre professeur ou un grand professeur de psychologie cognitiviste à Harvard, le professeur Pinker, qui dit le contraire de ce que vous dites dans son dernier livre, notamment La part d'ange en nous. Il nous raconte et démontre, lui aussi de manière très érudite et de manière très complète dans cet ouvrage épais et intéressant, comment la violence a au fond régressé depuis les premiers temps de l'humanité. C'est un vrai plaidoyer, ce livre, pour la démocratie libérale. Il nous donne les raisons de cette diminution de la violence et nous dit finalement qu'il y a eu déjà l'intervention et l'arrivée des États organisés qui ont permis de structurer l'autorité, l'ordre, de mettre en place le respect d'une loi commune. Il y a aussi la naissance du mouvement des Lumières qui a été très importante. Et enfin, parmi les trois causes et trois raisons qui expliquent selon lui cette baisse de siècle en siècle de la violence, c'est la montée en puissance des économies libres, régulées, mais libres, des échanges en tout cas. Comment vous pouvez arriver l'un et l'autre à deux résultats complètement opposés ? Est-ce que c'est bien la preuve que c'est une histoire de récit aussi ? Oui, bien sûr. Pinker a été réfuté par les anthropologues et les statisticiens les plus éminents du globe parce qu'il a exagéré énormément la violence au néolithique. On a peu de données, mais il a exagéré cela énormément. Et ses méthodes sont très bizarres parce que, par exemple, il fait comparaison des événements violente, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, il fait la comparaison avec les conquêtes des Mongols. Mais les conquêtes des Mongols, c'était une période de 100 ans, 150 ans, et la Deuxième Guerre mondiale, c'était 6 ans. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans ce récit-là. Et le fait est qu'il y a beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé sur l'émergence des États il y a 5000 ans. Et ce qu'on voit, c'est que la violence a augmenté en fait par rapport aux sociétés néolithiques. Et c'est clair parce qu'il y a été créé le système de la guerre, les armées, puis plus tard les armées des mercenaires. Et moi, je ne fais pas seulement le contre-récit contre Pinker, je dis il y a des progrès, bien sûr, il faut peindre une image différenciée, mais il y a cette tendance de militarisation et de génocide qui a augmenté au cours des 5 siècles passés.
Vous avez écrit ce livre avec énormément de documentation. Vous vous êtes beaucoup informé, renseigné, pour preuve le nombre de notes de bas de page qui montrent que c'est un travail extrêmement érudit dans la manière aussi dont vous vous appuyez sur les travaux d'autres penseurs, d'autres chercheurs. Mais reste que vous n'êtes pas vous-même économiste et vous n'êtes pas vous-même historien. C'est ça qui est aussi intéressant. Vous êtes dramaturge, vous avez fait des études de philosophie. J'en reviens quand même à l'importance du récit, de la mise en scène de l'histoire. Quelle est, vous, la part de fiction sur laquelle vous avez travaillé et la part de réel, de non-fiction sur lequel vous vous êtes appuyé pour construire cet autre récit de l'humanité? Oui, absolument. Parce qu'on a besoin des deux. Oui, on a besoin des deux. Il faut une dramaturgie, parce que normalement, à l'école, j'ai appris des faits divers qui n'avaient rien à voir. Il y avait la chasse aux sorcières, il y avait l'essor du capitalisme, toutes ces choses n'avaient rien à voir. Pour moi, c'était la tâche de faire une synthèse où tout ce qui s'est passé dans le passé fait du sens. Et raconte vraiment un récit des structures destructrices qui menacent notre avenir. C'était la question. Il n'y a pas d'histoire universelle, de mon avis, parce qu'il y a toujours un point de vue. Et mon point de vue, c'est se demander comment sortir de ces structures d'anéantissement dans lesquelles on était emprisonné. Et pour cela, il faut vraiment avoir un ordre dramaturgique. Alors c'est un livre aujourd'hui, cette fin de la méga-machine, ça pourrait être un film demain, une pièce de théâtre? Oui, peut-être. J'ai fait plein de pièces de théâtre sur des sujets comme ça, sur le dérèglement climatique, sur la crise financière. Alors, on vient d'apprendre le nom de la lauréate. C'est une femme. La nouvelle prix Nobel de littérature vient d'être annoncée par l'Académie suédoise. Il s'agit de Louise Elisabeth Gluck, une poétesse américaine que vous connaissez peut-être. Non, je ne connais pas. Pas encore. Eh ben, on va vous en parler dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, autour de la grande table avec notre équipe, entendre sa voix aussi. Nous allons vous reparler donc de cette nouvelle prix Nobel de littérature qu'est la poétesse américaine Louise Elisabeth Gluck. Bienvenue à tous sur France Culture. Vous écoutez La Grande Table et notre invité aujourd'hui est dramaturge, philosophe. Il signe aux éditions du Seuil La fin de la méga-machine. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Avec nous, l'Allemand Fabian Scheidler, donc à l'occasion de la parution de La fin de la méga-machine, cette grosse machine qui aurait commencé à déraper quand précisément? Il y a un certain nombre de dates que vous mettez en avant dans cet ouvrage, Fabian Scheidler, dont 1492. Ça reste pour vous une des dates importantes de ce grand dérapage, la découverte de l'Amérique. Pourquoi ? Parce que c'était le début d'une histoire génocidaire. Il faut comprendre comment ça s'est dépassé. Les colonisateurs, comme Colomb, étaient endettés auprès des marchands à Venise, à Gênes et à Florence. Et ça faisait partie du système capitaliste dès le début. Colomb venait de Gênes, c'était la cité financière primaire de cette époque. Et la machinerie qui a été mise en place à cette époque ne peut exister sans une expansion exponentielle, éternelle. Plus tard, c'était les institutions comme les premières sociétés par action, par exemple la compagnie néerlandaise des Indes orientales. C'était des machines qui ont été créées pour multiplier l'argent et aujourd'hui, les 500 plus grandes sociétés par action contrôlent 40% de l'économie globale. Et là, ces sociétés aussi ont une histoire génocidaire. Par exemple, aux îles de Banda, en Indonésie, il y avait des noix de muscat et la compagnie néerlandaise voulait avoir un monopole. Mais les habitants ne voulaient pas donner ce monopole. Et la compagnie a eu une armée de mercenaires et elle a envahi les îles. Et après quelques mois, des 15 000 personnes, des habitants aux îles de Banda, seulement 1000 ont survécu. Et c'est vraiment une chaîne de génocide perpétuée par ces compagnies. Et ça a commencé par Colomb, même avant, ça a commencé avec les Crusades. Les Crusades aussi ont été financées
par les marchands à Gênes et à Venise. Alors ça a commencé déjà au Moyen-Âge. Voilà, c'est une histoire extrêmement sombre de l'humanité que vous nous relatez ici dans cette fin de la méga-machine. Fabian Scheidler, une histoire de déportation, de paupérisation, de violence massive et de saccage de territoires dont l'épicentre était l'Europe avant de se propager au monde et notamment aux États-Unis tels qu'on les appelle aujourd'hui. 1949, on est 2 ans après l'indépendance de l'Inde lors de son discours d'investiture. Écoutez les mots du nouveau président Truman. Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde vit dans des conditions proches de la misère. Ils souffrent de malnutrition, sont victimes de maladies. Leurs standards de vie sont primitifs et stagnants. Leur pauvreté est autant un handicap et une menace pour eux que pour les régions les plus prospères. Pour la première fois de l'histoire, l'humanité possède le savoir et la capacité de soulager la souffrance de ces peuples. Voilà, qu'est-ce qu'il dit, là, Truman, dans ce discours? Comment, d'après vous, il scinde le monde en deux et ça va être une scission très importante pour la suite? Oui, ça fait partie de la bipartition du monde. D'abord, c'était le christianisme contre les païens, puis c'était la civilisation contre les sauvages, le progrès contre la stagnation. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le développement contre les sous-développés. Mais c'est un discours qui n'est pas vraiment un discours mensonger, parce que Truman était responsable aussi pour des coups d'État dans maints pays qui ont essayé, dans le Sud global, de faire un développement comme au Nord. Mais ce n'est pas possible dans le système actuel, parce que si tous les pays dans le Sud global ont le niveau de vie comme nous, on n'a pas les ressources bon marché, on n'a pas la main-d'œuvre bon marché. Alors, on a parlé du développement, mais en même temps, on a empêché le développement du Sud global. Et par les coups d'État, et puis après, avec le régime des dettes, l'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Alors, il y a plusieurs méthodes d'empêcher le développement. Voilà, et là, on assiste à ce moment-là, en gros, pour vous, à une sorte d'accélération de cette méga-machine, notamment dans sa manière d'organiser le monde. Aujourd'hui, à vous lire, la méga-machine, elle en est à son stade ultime. Après l'Europe, les États-Unis, quel serait aujourd'hui pour vous le centre de gravité de la méga-machine? Est-ce que c'est la Chine? Il n'y a plus de centre. Alors, on entre dans une phase chaotique de reformation de ce système. Peut-être le système peut s'effondrer aussi. Il n'y a aucun système social éternel. Pourquoi le capitalisme devrait être éternel? Il n'y a pas de fin d'histoire, comme Francis Fukuyama l'avait dit. Et on ne sait pas où tout cela va aboutir. La Chine a assumé un rôle beaucoup plus important, mais ça ne veut pas dire qu'on aura une hégémonie chinoise, parce que le dérèglement climatique est si sévère que ça peut vraiment casser toutes les structures de pouvoir en place maintenant. Et si les États étaient hier le cœur de la méga-machine, aujourd'hui, ce sont les multinationales ou elles sont déjà elles-mêmes dépassées par les GAFA? Dès le début, c'était l'État moderne avec les grands groupes. Et aujourd'hui, ça se voit dans le fait que les grands groupes ne peuvent exister sans les subventions de l'État. Par exemple, dans les crises, la crise financière de 2008, la crise de la pandémie actuelle, Air France a été sauvée. Les banques vont être sauvées encore, et l'industrie automobile en Allemagne a été sauvée. C'était l'État et les grands groupes font un système et pour le futur, il faut séparer l'État du capital, l'État des grands groupes, pour que l'État travaille pour le bien commun. En fin de compte, c'était la vision de la Révolution française. Voilà, d'ailleurs, vous ne disqualifiez pas totalement les États, puisque vous voyez dans les États la solution aussi, à l'avenir, s'ils récupèrent leur marge de manœuvre, leur indépendance aussi. Oui. Alors, l'État a une histoire très violente, et je
peux m'imaginer une future sans État, mais pas dans les décennies à venir. Alors il faut transformer l'État, on n'a pas d'autre choix. Dans une institution qui orchestre la transition écologique et verte et qui met l'argent des contribuables pas dans les grands groupes qui dévastent la planète, mais dans une transition et dans des institutions économiques qui travaillent pour le bien commun. Vous avez, et vous le montrez à travers ce livre, une manière très particulière, très à vous, de transmettre cette histoire qui diffère des enseignements traditionnels, Fabienne Scheidler. Beaucoup voudraient d'ailleurs inscrire votre livre aujourd'hui au programme scolaire. C'est ce qu'une partie de vos lecteurs allemands ont demandé. Vous estimez que les médias, mais aussi l'école, ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de ce récit dominant qu'ils ont, dès notre plus jeune âge, façonné notre vision du monde. C'est pour ça que vous appelez, dans ce livre, à désenchaîner les imaginaires, à changer de récit. Pratiquement, comment faire? Vous avez évoqué déjà la piste de la séparation de l'État et de la sphère économique. Il y a juste, et on terminera là-dessus, une autre méga-machine, c'est la biosphère, la Terre. Est-ce que c'est pas elle, au final, qui va se venger de nous, plutôt que nous venger d'ailleurs? Est-ce que c'est pas elle qui va reprendre ses droits et nous sortir de là? Absolument. Toute société humaine et toute économie ne peut être qu'un sous-système de la biosphère. Et il est ridicule d'assumer qu'on peut contrôler la biosphère par les moyens économiques ou technologiques. Ça, c'est une idée très dangereuse. Alors, si on n'apprend pas à coopérer avec les systèmes supérieurs de la biosphère, on va s'effondrer. Ça, c'est très clair. Et pour cela, il faut sortir de la logique de la croissance et il faut sortir de l'idée qu'on peut contrôler la nature d'une façon linéaire. Merci beaucoup à vous, Fabienne Scheidler, d'être venue nous parler de cette méga-machine, la fin de la méga-machine, sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement. Je le disais, c'est aussi un guide des bonnes pratiques qui nous invite à repenser nos récits et nos manières de faire pour éviter de se fracturer sur l'imaginaire en cours, pour ne pas laisser s'enrayer définitivement cette machine et débloquer les sources de tension et les blocages actuels. Vous serez, dans le cadre de la conversation mondiale qu'orchestre chaque vendredi l'ami Emmanuel Laurentin, en discussion avec Catherine Larère. Ce sera le vendredi 24 octobre sur l'antenne de France Culture, bien sûr, à partir de 18h15. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous, on va vous parler maintenant, et ça va vous intéresser, vous, le dramaturge aussi, de la nouvelle Prix Nobel de littérature. Et elle s'appelle Louise Gluck. C'est une poétesse américaine. Elle a déjà eu le Pulitzer de poésie. C'était en 1993 pour un recueil, The Wild Iris. Bonjour à vous, Oriane Delacroix de l'équipe de La Grande Table. Alors, qui est cette femme, qui est cette poétesse? Comment fait-elle vibrer les mots? Et qu'a voulu récompenser le jury de l'Académie suédoise? Eh bien, Louise Gluck, en France en tout cas, on peut surtout dire que c'est une autrice assez confidentielle, qui n'a pas été traduite, qui est publiée essentiellement dans des revues, la revue Poésie et la revue Europe. Pour vous en dire un tout petit peu plus sur sa vie, elle est née en 1943 à New York, dans une famille d'origine juive hongroise. Elle a reçu le Pulitzer de poésie en 1993 pour son recueil Wild Iris. Voilà à peu près tout ce qu'on sait d'elle, nous, en France. Après, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est un prix Nobel de littérature américain, l'année des élections, c'est par hasard sans doute. Et d'autre part, que le Nobel de littérature, quand il récompense un auteur américain, c'est souvent un auteur américain de poésie, puisqu'on se souvient que le dernier Nobel de littérature américaine, c'était Bob Dylan, en 2016. C'était un musicien, un chanteur, et c'était déjà une écriture particulière qui nous montre que la littérature est partout, et pas simplement dans la prose, dans les romans. C'est une femme aussi, puisque vous attirez notre regard vers les États-Unis aussi aujourd'hui, une femme dans une campagne particulièrement virile. Et peut-être que c'est aussi un clin d'œil que l'Académie suédoise a voulu adresser aux lecteurs, au public et au monde entier. Avec nous par téléphone, Sophie Nolot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique du Printemps des poètes. Alors Louise Gluck nous disait à l'instant, Oriane Delacroix, une poétesse américaine assez peu connue des lecteurs du grand public français, notamment. Pas connue de notre invité, dramaturge allemand, Fabienne Scheidler. Faites-nous connaître un peu cette femme. Ce nom déjà, moi je trouve ça assez merveilleux.
ce Louise à la française et ce porte-bonheur d'un Gluck. Il est sûr qu'elle n'a pas été beaucoup publiée en France, mais pour autant, elle a été beaucoup lue au travers de ses revues. Vous citiez la revue Poésie de Michel Deguy ou la revue Europe de Jean-Baptiste Parra. C'est dire aussi combien la poésie est vivante au cœur de livres qui regroupent beaucoup de poètes. Et c'est assez magique de se dire qu'elle a le Nobel aujourd'hui. Ça a été traduit, et aussi par 2 femmes. Là aussi, la constellation dit quelque chose. Marie-Olivier l'a traduite en français, Nathalie de Biasi aussi. Et dans ce recueil que vous citiez, The Wild Iris, rien que le mot dit ça, ce côté sauvage, ce rapport aux fleurs qu'elle peut avoir, qui est dans un féminin pas du tout attendu. Elle s'est rapprochée elle-même des objectivistes dans la poésie américaine, mais elle a un côté incarné évident. Elle dit « je », par exemple, elle dit dans un poème qui s'intitule « Le coquelicot rouge », le grand avantage est de ne pas avoir d'esprit. Des sentiments, oh, ça oui, j'en ai. Et c'est une poésie d'évidence. Elle a un autre poème qui a pour titre « La force » en français et qui parle de l'honneur, « Her pride and joy, she said, I have no pride ». Et elle a cette langue très fluide, très très simple aussi, et moi je trouve ça assez fabuleux que le Nobel cette année récompense une poésie aussi vécue, aussi vraie et aussi partagée en fait, vraiment. Vous avez cité, Sophie Nolot, les objectivistes. Qu'est-ce que c'est comme courant, comme mouvement ? C'est-à-dire que quand une femme dit ça, alors que Charles Reznikov est aussi l'un des grands défenseurs là-dedans, c'est un courant qui je suis pas la mieux placée, je suis pas universitaire, moi je parle avec le cœur comme ils disent des enfants, mais il y a un rapport à la poésie qui déconstruit, qui repositive, qui remet ailleurs. Or, je trouve qu'elle a un lyrisme très 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 simple et moi ce mot-là faisait peur, comme le cubisme peut faire peur, comme le déconstructivisme, etc. Alors que sa poésie est beaucoup plus, par exemple, je citais Reznikov, il y a chez elle une fluidité et une limpidité comme ça très 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 simple. C'est vrai que très souvent les auteurs, à part Bob Dylan peut-être, mais qui sont récompensés par le Nobel, peuvent, et surtout pour la poésie, être sur un versant ou aride ou tragique, avec elle il y a une simplicité que je trouve assez bouleversante et assez épatante et assez frontale en fait. Elle dit je, elle dit qui elle est, elle a un faible pour Dickinson, et sur ce côté, si ton courage te fait défaut, va au-delà et transcende-le et réinvente-le. Et sa poésie a cette simplicité-là, cette humilité, parce que vraiment, je connaissais pas non plus immensément comme nous tous, mais du coup, j'ai ressorti un numéro de la revue Poésie, et elle a ça, c'est assez beau, en fait, que le Nobel récompense cette droiture-là. Merci beaucoup, Sophie Nolot, directrice artistique du Printemps des Poètes, je le rappelle, d'avoir été avec nous pour évoquer le parcours, les textes, la poésie de la nouvelle prix Nobel de littérature. Il vient donc ce prix d'être décerné à la poétesse américaine Louise Gluck, une manière aussi de récompenser ce genre un peu marginalisé, un peu sous-estimé en France, la poésie, mais qui ailleurs, et notamment aux États-Unis, fait match égal avec d'autres grands genres de la littérature comme le roman, la prose et les nouvelles aussi. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix, merci à vous, avec Henri Leblanc pour La Grande Table culture, merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino qui nous ont précieusement aidés pour préparer cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Ludovic Auger. Très bel après-midi à tous sur France Culture.